5 sur 7 matin, les sports avec Bruno Soili, bonjour. Bonjour à vous, Herman Amegan. Je salue tous les téléspectateurs. Le Bénin, à l'image des autres pays du continent, connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Décryptage de ce groupe L, composé du Bénin, du Mozambique et du Rwanda, avec donc un invité trié sur le volet des conseillers techniques du ministre des Sports, Oswald Omeki. Voilà, vous avez tout dit, mais avant, on va donc revoir rapidement ce sujet que nous propose Blaise Adankpo sur cette actualité brûlante du sport africain, du football africain, le tirage au sort de la 34e des éliminatoires, bien entendu, de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On revient juste après pour en parler sur ce plateau. Les 48 sélections engagées pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sont fixées. Le Bénin est logé dans le groupe L avec le Mozambique, le Rwanda et le Sénégal. Les écureuils tombent sur le récent champion d'Afrique, les Lions de la Teranga. La dernière retrouvaille entre Béninois et Sénégalais était en quart de finale de la CAN 2019 en Égypte. En l'absence de Khaled Adénon, les écureuils s'étaient inclinés sur une réalisation d'Idrissa Gana Gueye, 1-0. Le Bénin retrouve également le Rwanda après leur dernière confrontation en 2013 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les écureuils s'étaient imposés 2-0. Dans ce groupe, c'est aussi l'heure des retrouvailles pour Mozambicains et Béninois. Leur dernier face-à-face remonte à la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2. Une chose est sûre, il faudra batailler dur pour les écureuils pour se retrouver en Côte d'Ivoire en 2023, après le revers de la CAN Cameroun 2021. Dans le groupe A, le Nigeria retrouve la Sierra Leone comme lors des éliminatoires de la CAN 2021. Ils sont accompagnés de la Guinée-Bissau et de Sao Tomé. Le groupe B regroupe le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et Eswatini. Récent organisateur de la CAN, le Cameroun se retrouve dans le groupe C avec le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le vice-champion d'Afrique, l'Égypte de Mohamed Salah, est logé dans le groupe D avec la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. La Côte d'Ivoire, qualifiée d'office pour sa CAN, est dans le groupe H avec la Zambie, les Comores et le Lesotho. Dans ce groupe, seule une place est à prendre. Le groupe I offre un duel entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Les deux sont suivis de la Mauritanie et du Soudan. Le Ghana, Madagascar, Angola et la Centrafrique sont dans le groupe E. L'Algérie, l'Ouganda, le Niger et la Tanzanie dans le groupe F. Dans le groupe G, le Mali croise le Congo, la Gambie et le Soudan du Sud. Les Tunisiens vont jouer les Équato-Guinéens, les Libyens et les Botswanais dans le groupe J. Et le Maroc est dans le groupe K en compagnie de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Libéria. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023. Les matchs débutent en juin prochain. Continental en 2023, ça va être à partir de juin déjà en 2023 en Côte d'Ivoire, espérant que cette Côte d'Ivoire sera prête du point de vue infrastructure à organiser et à abriter cette grande compétition. Et donc, nous allons sur le sujet prendre l'avis de Jean-Marc Adjovi-Bokor, qui est aujourd'hui, on va dire, aux affaires quand même, d'une manière ou d'une autre, au niveau du football béninois. Le Bénin, une fois encore, se retrouve dans le groupe L, tout comme il y a 2 ans, mais cette fois-ci en compagnie du champion d'Afrique et de l'équipe du Mozambique. Il y a également à côté le Rwanda qu'on a croisé pas mal de fois dans de pareilles circonstances. Quelle lecture faites-vous et quelles sont les chances selon vous du Bénin dans ce groupe? Nos chances, elles sont réelles. On a la chance et la malchance de tomber dans le groupe du champion d'Afrique qu'on a déjà joué. Et comme vous le disiez, on avait perdu 1-0 en Égypte, mais avec un très bon match, très sérieux. Donc il faudra rééditer le même genre de match contre cette grande équipe. Derrière ça, le Mozambique et le Rwanda sont deux équipes qui sont à notre portée. Donc, mais il faudra, comme pour tous les matchs, les jouer avec sérieux, avec confiance, mais sans arrogance.
D'accord. Alors, vous avez également pu voir les autres groupes. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les autres groupes? Il y a également des pays comme le Cameroun qui, pour certains, certains observateurs ont bénéficié d'un tirage plus ou moins clément quand même, avec des équipes à leur portée. Il y a également l'Égypte, il y a également l'Algérie qui s'est retrouvée dans le même groupe que l'Ouganda, le Niger, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire en survolant les autres groupes? Écoutez, on a quelques groupes, effectivement, on pourrait penser que le Cameroun a un tirage plutôt clément, mais vous savez comme moi qu'il n'y a plus de petites équipes, donc aujourd'hui... Il y a un nivellement de valeur. Exactement, et je trouve intéressant aujourd'hui que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. La seule question, c'est est-ce qu'on a la capacité au niveau de l'organisation, parce que c'est vraiment là que le football africain doit progresser. C'est au niveau de notre organisation pour atteindre les standards mondiaux, là où on veut aller, parce qu'on sait qu'on a la Coupe du Monde dans quelques mois. Et lors de la dernière Coupe du Monde, on est quand même passé, les équipes africaines sont quand même passées au travers sans passer le premier tour. Alors, c'est une chance de vous avoir, Jean-Marc Adjovi-Boko, ancien capitaine des Écureuils du Bénin. Vous êtes également conseiller technique du ministre des Sports. Alors, on va avec vous aborder quelques questions de notre football. On va parler de ce championnat-là qui, depuis 2 ans, on va dire, a pris un nouveau tournant avec une nouvelle formule et surtout, on va dire, de nouvelles mesures, donc des innovations. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, 2 ans après cette décision, ça fait 2 saisons qui se jouent sous cette nouvelle formule, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que selon vous, cette nouvelle formule était adaptée à notre modèle économique? Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez également qu'au niveau des dirigeants, des anciens dirigeants, je dirais, de clubs, est-ce que cela a pris vraiment dans les esprits? Écoutez, je ne suis pas certain que la réforme ait été vraiment comprise par tous les acteurs et par tous les passionnés du football. On sait que le gouvernement a lancé la construction d'infrastructures inédites. C'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait sur le continent, 22 stades. Et je peux vous dire, pour bien connaître les autres pays, que beaucoup nous envient ce qu'on est en train de faire ici au Bénin. Une fois qu'on a dit que les infrastructures sont construites, il est important qu'on accompagne, que le gouvernement accompagne le développement du football et de la pratique, si on parle que du football. Donc, que ce soit sur la réforme au niveau du sport scolaire, des classes sportives, et là bientôt d'académies avec des équipes départementales. Oui. Vous allez voir, c'est vraiment un projet global qui est en train de se mettre en place. Et au niveau professionnel, le gouvernement a voulu que l'ensemble du territoire puisse bénéficier justement de ces infrastructures. Donc il y a eu une réflexion entre la fédération et le ministère des Sports pour savoir comment faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse bénéficier du développement du football. Et la création de ce groupe professionnel, de cette ligue professionnelle, avec 36 clubs donc, qui réunit l'ensemble des clubs anciennement de Ligue 1 et de Ligue 2, permet aujourd'hui d'avoir 36 clubs, 36 équipes capables chaque année de devenir championnes. Ça, c'est inédit. Alors, la question, c'était de savoir si le fait de réunir la Ligue 1 et la Ligue 2 permettait de faire avancer notre football, de le faire progresser, ou si, à l'opposé, ça allait faire régresser. Le constat est que vous regardez chaque première phase, on a 4 groupes, donc un groupe nord, un groupe centre et 2 groupes sud. Et au moment de cette première phase, on n'a que des derbys en fait. Non seulement d'un point de vue économique, sur cette première phase,
il y a beaucoup moins de déplacements, puisque c'est uniquement par zone. Par région, oui. Par région. Mais en plus, c'est que des derbies. Et vous vous rendez compte que les équipes qui étaient en Ligue 2 font très bonne figure. Ouais. Et cette deuxième phase, où là, on prend les 4 meilleurs, donc un play-off, on prend les 4 meilleurs, et là, on redevient un peu comme la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça devient comme un championnat Voilà, classique. Oui. voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que chaque année, on rebat les cartes, et chaque année, les clubs, l'ensemble des clubs peuvent racheter des joueurs, pour essayer de prétendre gagner le championnat. Mais alors, là où se situe la préoccupation fondamentale, et l'observation ou les récriminations qui sont faites de façon régulière à ce format, c'est le fait qu'après la Ligue Pro, l'étape de la Ligue Pro, seule la Super League constitue une attraction et que la Ligue Pro Suite, c'est pas grand-chose, sinon à rien du tout. Je suis pas vraiment d'accord. Regardez les affluences. Regardez les affluences. Alors, certes, c'est aussi parce que les matchs se jouent dans des stades de qualité. Mais si vous comparez les affluences de ce groupe-là, de cette Ligue Pro, avec les affluences de Ligue 2 auparavant, on est à des années-lumière. Donc, c'est qu'il y a un intérêt. Peut-être que les médias ne s'y intéressent pas suffisamment, mais les supporters des clubs, je peux vous dire qu'ils s'y intéressent. Mais d'un point de vue sportif, quel est l'intérêt de la Ligue Pro Suite? Mais l'intérêt, c'est quand même de continuer à jouer. Vous n'allez pas, d'une année sur l'autre, supprimer pratiquement une demi-saison de championnat. Donc ça reste, en fait, c'est comme si on jouait une Ligue 1 et une Ligue 2 en deuxième. La seule différence, c'est que chaque année, et la question, c'est pour ça que j'en parlais dès le départ, la question c'était de savoir si le niveau permettait, ce schéma permettait de faire progresser le football. Et quand on en fait l'analyse, personnellement, je trouve que la qualité des matchs qu'on trouve au niveau de cette Ligue Pro est de très bonne facture. Alors, l'un des aspects majeurs de cette réforme, et on ne l'a pas encore abordé, pourtant c'était le point le plus important, c'est bien entendu le fait que les clubs devraient s'affilier à des sociétés qui ont un capital assez important. Là encore, on remarque sur le terrain que ce n'est pas encore le cas au niveau de tous les clubs. Finalement, est-ce que les instances dirigeantes du football ont dû, on va dire, devenir tendres devant leur propre réforme, ou ce sont des clubs qui étaient réfractaires, en tout cas pour certains, vis-à-vis de cette réforme? Alors, on ne va pas se mentir, vous savez très bien qu'il y avait des clubs qui étaient réfractaires, et quand on fait une réforme, tout le monde n'est pas en phase avec cette réforme, n'est pas d'accord avec cette réforme. Mais je pense sincèrement que cette réforme est intéressante et pertinente, dans la mesure où, si on veut un championnat professionnel, il faut que nos clubs deviennent professionnels. Donc la création de ces sociétés était une obligation. Jusqu'à présent, on était en association loi de 1901. Ces associations loi de 1901 ne permettent pas un développement du football professionnel de haut niveau. Donc la création de ces sociétés permet demain de faire venir des investisseurs qui seront intéressés, comme aujourd'hui, vous voyez le Paris Saint-Germain qui est racheté par les Qataris. On voit de nombreux clubs aujourd'hui qui sont rachetés parce que le football intéresse. Le football intéresse parce que non seulement c'est le sport le plus populaire, mais en plus il génère des fonds extrêmement important. Et ça, je peux vous en parler parce que ce qu'on a fait avec Diambar aujourd'hui au Sénégal, on génère des revenus sur la vente de joueurs, sur l'apport de sociétés partenaires. Mais par contre, pour pouvoir arriver à ça, on doit avoir un tissu économique qui adhèrent, et pour avoir ce tissu économique qui adhère, il faut que nos clubs soient
d'un réel professionnalisme. D'accord. Alors, nous sommes pressés par le temps. On va aborder autre aspect de notre football. Dans ces réformes également, il y a eu l'expertise internationale qui a été sollicitée pour les directeurs sportifs qui aujourd'hui sur le terrain sont clairement décriés. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on sent effectivement leur patte sur le football béninois au plan local, ces directeurs sportifs? Alors, il n'y a pas que sur l'aspect technique que ces directeurs sportifs étaient importants. Il faut expliquer pourquoi on a fait appel à cette expertise. C'est que quand le gouvernement a décidé de demander à ces sociétés d'État de reprendre les clubs, les présidents de conseil d'administration ont dit « mais attendez, c'est pas notre métier de créer des sociétés sportives ». Qu'à cela ne tienne, le gouvernement a dit on va mettre en place des gens, des experts capables de vous apporter une expertise pour mettre en place un vrai projet sportif qui permette de faire des budgets prévisionnels, un vrai projet sportif avec un bilan, comme pour une société. Et aujourd'hui, nos clubs doivent être gérés comme de vraies sociétés. Et l'apport de ces directeurs sportifs est autant pertinent sur le plan technique que sur le plan organisationnel. C'est ce qu'on a cherché. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, de Béninois qui se posent des questions. Ces directeurs sportifs sont payés à combien? Qui est-ce qui les paye? Et comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Écoutez, c'est les clubs c'est les sociétés qui les payent. C'est pas moi sur ce plateau qui vais vous parler de montants. C'est entre les sociétés et les directeurs sportifs. On a cru que puisqu'ils font partie du même projet, qu'ils sont tous rémunérés à la même hauteur. Il se dit qu'ils sont payés par les finances publiques à 6 500 €. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. D'accord. Merci donc de démentir cette information. Ou bien cette rumeur, si vous voulez. Alors, dans vos manœuvres, on vous sent un peu, je sais pas, je ne dirais pas couteau tiré, mais on vous sent vraiment pas du tout proche de la fédération. Pourtant, l'ancien footballeur que vous êtes pouvait beaucoup apporter à cette fédération, bien que vous soyez conseiller technique du ministre des Sports. Est-ce que c'est vous qui refusez un dépassement de fonction, bien que vous en avez les capacités, ou c'est la fédération qui est fermée à peut-être votre expertise? Est-ce que vous pensez vraiment que je serais réfractaire à apporter mon expérience et mon expertise au football béninois? Franchement. Donc c'est l'inverse. C'est donc la fédération qui ne vous ouvre pas les portes. Écoutez, je pense que la fédération a sa manière de fonctionner. Moi, j'ai toujours dit au président et à tous les présidents, enfin tout le directeur, tout le comité exécutif que j'étais à leur disposition. Point. Après, si on fait pas l'appel à moi, c'est qu'on n'en a pas besoin. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais quel est votre ressentiment par rapport à tout ceci? Parce que je le dis une fois encore, je pense que je pourrais apporter beaucoup plus. Mais il est certain que, je vais vous parler d'un point tout particulier. Pour avoir un football professionnel de qualité, il faut qu'on ait une ligue professionnelle indépendante. Et là, c'est un désaccord total avec la fédération. Donc, bon, est-ce que c'est cette raison qui... Mais moi, je suis là à disposition. Je suis le conseiller du ministre et je suis à disposition de qui voudra de mes conseils ou de mon expertise. Voilà, donc la réponse est assez claire. Jean-Marc Adjoumi-Boko est disponible. Non, je peux pas dire ça parce que aujourd'hui, j'amène. Il y a un projet global qui est vraiment très pertinent. Quand on parle de développement du sport, je vais vous donner un exemple. Le Bénin a été récompensé pour sa politique sportive récemment, comme meilleure politique sportive de tout le continent. Vous voyez, donc je pense qu'il y a que chez nous où on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer ici au Bénin. Et à un moment, il faut que nous, Béninois, soyons fiers de ce qui est en train de se faire, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on est en train de faire ici au Bénin.
Je vous parlais de vos relations avec la fédération. Il y a dans le monde du football beaucoup d'anciens footballeurs qui vous ont approché il y a encore quelques temps pour chercher à en savoir un peu plus sur la gestion des fonds Covid donc octroyés par la FIFA. Vous leur avez promis, pour certains en tout cas, voilà, que vous allez essayer de voir cela avec la fédération. Qu'est-ce que cela a donné? Est-ce que vous avez mené des démarches pour en savoir un peu plus? J'ai posé la question au secrétaire général de la fédération et on en est là. Vous en êtes là. C'est la réponse la plus courte de cet entretien. On la comprend bien. Mais vous êtes également sollicité pour le dossier des classes sportives qui reste également, on va dire, une des réformes sous le régime du président Patrice Talon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire des classes sportives et quelles sont, du point de vue mise en œuvre, quelles sont les difficultés, quels sont encore les goulots d'étranglement de cette réforme? Alors, on a mis un peu de temps. Aujourd'hui, on est en train d'y travailler. Et encore une fois, ce projet est vraiment très, très pertinent parce qu'on manque aujourd'hui de formation ou de pratique au niveau des petites catégories. Et c'est aussi un des problèmes posés par la fédération qui, normalement, devrait s'occuper de ces petites catégories. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas qu'au Bénin, attention, hein, c'est vraiment un problème voilà, partout en Afrique. Et le fait de pousser ces classes sportives permet, avec des éducateurs dans chacune des disciplines, d'avoir ce que font ou ce que devraient faire les fédérations. Donc, le fait de pouvoir, grâce à ces classes sportives, développer les disciplines doit nous permettre de développer l'ensemble du sport béninois. Et là, parce que vous parlez des classes sportives, mais là actuellement, on est en train de mettre en place derrière, parce que les classes sportives, on parle un peu de masse, mais les meilleurs de ces classes sportives et des championnats scolaires, parce que les championnats scolaires sont aussi extrêmement importants, parce que les classes sportives ne sont pas dans tous les collèges. Donc le fait de pouvoir récupérer les meilleurs joueurs ou les meilleurs sportifs de chacun des collèges dans les classes sportives et dans les championnats scolaires, mettre ces meilleurs sportifs dans des championnats, des équipes départementales nous permettra d'avoir dans l'avenir des sportifs de haut niveau. Herman, j'ai encore deux petites questions, si vous le permettez. La première question, c'est celle liée à l'éternelle équation de la direction technique nationale qui, depuis 3 ans, se résume pratiquement à la personne de M. Ogouillon, qui ne semble pas pouvoir véritablement, à lui tout seul, combler toutes les attentes, étant non seulement intérimaire, mais étant également sans une équipe, sans une véritable direction sous ses ordres. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il y a encore quelques semaines, nous avions dans ce même studio le secrétaire général de la fédération qui nous disait que le dossier se trouverait maintenant entre les mains du ministère et que c'était une nomination. Le choix d'Adolphe Ogouillon répondait à une exigence des instances faîtières du football mondial et continental pour pouvoir être dans les normes pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais aujourd'hui, il y a l'urgence donc de véritablement bâtir une équipe autour d'Adolphe Ogouillon, une véritable direction, et que le ministère réfléchissait au modèle qui conviendrait au Bénin. Où en est-on donc? Alors, il y a eu de la part de la Fédération française de foot, à la demande de la Fédération internationale de football, la FIFA, un expert de la Fédération française qui est venu pour travailler à la structuration justement. Donc ils ont fait une étude sur l'ensemble des projets sport, football du Bénin et ils ont fait des propositions. Pour le moment, c'est un peu sur la table du ministre, et le ministre l'a dit récemment, pour lui, ce n'est pas un directeur technique national, mais c'est une direction technique nationale. Donc avec des expertises, voilà, toutes les composantes,
Donc j'en ai parlé récemment avec lui parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à travailler. Et je pense que très, très prochainement, le dossier sera réglé. Mais 3 ans, c'est quand même un peu trop, non? C'est beaucoup. C'est beaucoup, d'accord, merci. Allez, dernière question maintenant, puisqu'on a parlé de la direction technique nationale, on l'a abordé en début d'entretien, donc le Bénin dans quelques semaines sera donc engagé dans une nouvelle campagne des éliminatoires, toujours sans sélectionneur national officiel. Il y en a un qui assure l'intérim. Est-ce que le Bénin est actuellement dans la logique de recruter un entraîneur de haut vol, comme on l'a lu encore récemment, dans les intentions des dirigeants, ou on fait confiance à l'entraîneur local qui a fait récemment de bons résultats du côté d'Antalya? Alors, il y a une réflexion effectivement sur le choix de ce sélectionneur. Le sélectionneur, personnellement, j'avais dit, pour en avoir parlé avec Moussa Latunji, j'avais dit que pour lui, il serait plutôt, à mon avis, intéressant de pouvoir continuer à apprendre en étant adjoint d'un grand entraîneur. Oui. Il y a eu cette belle compétition à Antalya, où Moussa a fait d'excellents résultats avec l'équipe, où il a montré de très belles choses, que ce soit au niveau de la qualité du jeu, que ce soit au niveau de l'organisation, ou que ce soit au niveau de la relation avec les joueurs. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qu'on a vu. Donc, je pense que les cartes sont rebattues. Et là, maintenant, le choix doit être fait avec le ministre et le président de la fédération sur est-ce qu'on... Parce que il faut savoir... Adjovi Boko avait la dernière décision. Laissez-moi juste finir, parce que je pense que c'est important. Allez-y. Il faut savoir que les mêmes personnes qui aujourd'hui demandent ou presque exigent que ce soit Moussa, les mêmes personnes, si on fait un ou deux mauvais résultats, sont les premiers à lui couper la tête. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut faire très attention. Et pour moi, il était important que Moussa continue à apprendre, parce que c'est vraiment un excellent entraîneur. Il a été un excellent joueur. C'est vraiment quelqu'un d'organisé à l'école allemande. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui... Mais vous estimez qu'il lui faut encore une petite marge d'apprentissage? C'est ce que j'estimais. Et ce qui nous a montré... mais là, vous ne l'estimez plus? Non, c'est pas que je l'estime plus. C'est ce qui nous a montré sur ces 3 matchs. Mais c'est seulement 3 matchs. C'est pas 3 matchs de qualification. De qualification. Vous voyez, donc, il faut peser le pour. Voilà, il faut poser le pour et le contre. Et surtout, ne pas mettre Moussa, qui pour moi est un futur grand, ne pas le mettre dans de mauvaises dispositions. Alors, et surtout pas très tôt? Est-ce que c'est trop tôt? Là, aujourd'hui, avant les matchs à Antalya, je vous aurais dit que c'est trop tôt. Mais avec aujourd'hui, aujourd'hui, nous a montré des choses, mais est-ce qu'il va être capable de le faire sur la durée? C'est la question. Donc, justement, vous semblez un peu, pas vraiment tranché, mais si vous étiez celui qui a la dernière décision, ou tout au moins un avis influent sur son destin, enfin, la suite avec les écureuils du Bénin, est-ce que vous maintenez Moussa Latunji ou vous allez chercher, par exemple, un Patrice Baumel? Personnellement, oui, je le ferai. Vous maintiendrez? Personnellement, oui. D'accord. Oui, parce que mais vous nous a n'avez montré... pas l'avis final? Non, c'est pas moi. Moi, je suis qu'un conseiller. D'accord. D'accord. Alors, Jean-Marc Adjovi Boko, est-ce qu'on pourrait peut-être le faire à la camerounaise, lorsqu'on voit un peu ce qui a été fait du côté du Cameroun, Rigobert Song qui est nommé entraîneur, et sinon manager, et derrière il y a, je crois, Sébastien Millet, je crois, qui l'accompagne dans ses fonctions. Ce n'est pas aussi, c'est peut-être une alternative. Je crois pas, personnellement, je crois pas. Aujourd'hui, je crois que Moussa a envie d'être entraîneur, d'être en responsabilité. Maintenant, si on lui propose ça, il l'acceptera. L'encadrement technique, il répond du résultat. Oui, et je pense que la personnalité de Moussa est plus à être sur le banc en tant qu'entraîneur, et il en a envie. Alors, on va parler de la formation. Clairement, dans le monde sportif béninois, c'est un aspect qui est vraiment en souffrance quand on parle de la formation. Je prends sur tous les aspects pratiquement.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en tant que conseil technique du ministre des Sports pour inverser la tendance, parce que la formation, on en a besoin à tous les niveaux? Alors, il y a plusieurs choses. Vous parliez tout à l'heure des directeurs sportifs. Ce qui leur a été demandé, c'est aussi de mettre en place, de développer des petites catégories. Donc, il y a un travail au niveau du sport féminin et au niveau du sport de jeunes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a avec le DSFS, le directeur du sport et de la formation sportive, au Crillon-Vignon, au ministère, il y a un travail qui est fait sur répertorier l'ensemble des structures, voire faire des analyses et des études sur la qualité de leur formation et les classer. Parce qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ballon et quelques joueurs et on dit qu'on a un centre de formation. C'est pas ça du tout. Et le rôle du ministère, c'est de faire en sorte que les parents qui confient des enfants pour de la formation puissent être certains que ces jeunes seront bien formés, éduqués, instruits. Donc ça, c'est le rôle du ministère de faire en sorte que on met en avant et on finance que les structures de qualité. Donc on est sur ce travail actuellement. Une dernière question rapidement qui vous concerne tout particulièrement. Beaucoup pensent que dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes quelqu'un qui a fait la vraie école, qui connaît les choses professionnelles, qui est professionnel intrinsèquement, mais beaucoup pensent que dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes confronté et vous vous heurtez aux habitudes, à la peau dure côté béninois et à la sourde oreille de certains dirigeants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le pensez et le ressentez? Écoutez, j'aimerais faire plus. Là, le ministre m'a donné plus de responsabilités au niveau de la mise en œuvre de certains projets. Oui, je sais que je peux apporter beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui, mais je suis pas quelqu'un qui bouscule. Je m'adapte à la situation et je réponds à la demande des gens qui me sollicitent. Donc on n'a pas un Jean-Marc Adjovi-Bokor qui tourne à plein régime ou qui tourne à son plein potentiel. Il y a peut-être à 50%. Vous savez. L'environnement, vous êtes donc difficile. Je vais vous dire, ça fait longtemps que j'ai quitté le Bénin et vous savez dans quelles conditions j'ai quitté le Bénin. Je ne voulais surtout pas revenir au Bénin en disant c'est moi le plus grand, le plus fort. C'est pas ça du tout. Donc pour moi, il était important de venir avec humilité. Les gens savent ce que j'ai fait, donc là-dessus, il n'y a pas de problème sur mes compétences et mon expertise. Là maintenant, je pense que on s'est découvert. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Adjovi-Bokor, vraiment à cœur ouvert avec nous ce matin, à bâton rompu, bien sûr. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On aurait voulu avoir un peu plus de temps, mais on espère que dans votre calendrier, vous pourrez frayer un peu, voilà, un chemin, un temps pour que nous puissions avoir un peu plus de temps sur d'autres plateaux. Ce sera avec plaisir. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. D'accord. Très bien. Merci pour la disponibilité. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Jean-Marc Adjovi-Bokor, pour votre disponibilité et au plaisir de vous retrouver très prochainement sur d'autres plateaux où on pourra parler sport uniquement, bien évidemment, et football qui est votre domaine de prédilection.